Alors retour donc à l'histoire de notre comté. Et aujourd'hui nous allons attaquer une 7e leçon de la restauration sarde au rattachement définitif à la France de 1815 à 1860. Et je vous propose éventuellement de nous arrêter justement à l'orée du rattachement de 1860 pour laisser ce moment historique extrêmement important pour une séance ultérieure. Alors justement 1815, petit retour en arrière sur les événements qu'on évoquait lors de la précédente leçon. En 1815, c'est la fin donc des guerres de la Révolution française et de l'Empire. Et ces guerres de la Révolution française et de l'Empire ont vu, à mon avis, deux grands vainqueurs en Europe. La France, d'ailleurs, ne s'en sort pas si mal que ça, au fond, au Congrès de Vienne. Mais parmi les deux grands vainqueurs, ce sont deux petits États, et c'est pas un hasard si ces deux petits États seront amenés, justement de par leur statut de vainqueur de cette période tumultueuse, à être les radicaux à l'origine de la constitution des deux grands États qui vont se constituer en Europe dans les années 1860-1870, l'Allemagne et l'Italie, et je parle donc de la Prusse d'un côté et du royaume du Piémont-Sardaigne. Alors le royaume, la monarchie sarde, donc va être rétabli, va gagner déjà le port de Gênes, donc ça c'est quelque chose de fondamental pour cette monarchie qui avait toujours eu comme principale difficulté géostratégique un accès très limité à la mer, limité en fait techniquement au comté de Nice. Ce qui d'ailleurs, je vous le rappelle, et on avait conclu là-dessus la dernière fois, a une importance fondamentale pour les Niçois, puisque Nice n'est donc plus le débouché maritime des États sardes, et ça aura des répercussions parce que ça va jouer un rôle important dans la mesure où les Niçois se sentent un petit peu déclassés. Il y a une sensation de déclassement désormais, il y a un grand port, et quel grand port, un grand port le port de Gênes est un des principaux ports de la Méditerranée, et donc Nice ne jouit plus de cette spécificité géopolitique, géostratégique fondamentale pour les États sardes. On va commencer donc par évoquer tout d'abord la restauration, donc de 1815, on va dire à 1831, et cette restauration sarde, dans un premier temps, elle va prendre pour tous les habitants des États de Savoie, des États de Piémont-Sardaigne, l'aspect d'une sorte de machine à remonter le temps. De machine à remonter le temps parce que, bien évidemment, que ce soit le comté de Nice ou l'ensemble des États sardes, on a des territoires qui ont été marqués quand même par la Révolution française. Pas forcément que en bien d'ailleurs, en positif, mais par l'idéologie et les idéaux de la Révolution française qui ont ensuite été portés par l'Empire. Notamment l'idée, bien évidemment, de la souveraineté de la nation. Alors il ne faut pas oublier que le 19e siècle qui s'ouvre, ce siècle qui s'ouvre, est celui des nationalismes. Du début des nationalismes qui vont ensuite s'entrechoquer de façon terrifiante et brutale lors du siècle suivant, donc au XXe siècle. Ces nationalismes, l'idée des nations souveraines et l'idée de la concurrence des nations, ce sont encore des idées qui sont plutôt, comme l'a montré Eric Hobsbawm, liées à la bourgeoisie. Une bourgeoisie qui va d'ailleurs pas hésiter à manier ces idéaux-là, à essayer par capillarité de les rendre accessibles au peuple, afin de concurrencer en quelque sorte l'idéologie marxiste, qui à partir de 1848, et même avant, parce qu'il y a un socialisme avant le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, commence à se répandre aussi auprès de la population. En tout cas, la Révolution française, elle a apporté l'idée d'une souveraineté de la nation, d'une souveraineté du citoyen souverain, qui est en contradiction, bien sûr, avec le retour de l'Ancien Régime. Donc ce retour de l'Ancien Régime, qui a eu aussi bien évidemment ses partisans pendant toute cette période, symbolisé dans le comté de Nice par les barbets, même si on l'a vu, le barbétisme n'est pas forcément quelque chose de purement politique, mais malgré tout, le droit, les symboles, acquis pendant la Révolution française, sont supprimés du jour au lendemain dans la monarchie sarde, qui revient à un absolutisme. Alors, un absolutisme qui n'est pas forcément le plus, on le sait, qui n'est pas forcément le plus, notamment d'un point de vue religieux, le plus exacerbé d'Europe, mais qui est un absolutisme. Les institutions consulaires de l'Ancien Régime sont rétablies à Nice. Alors il y a
bien évidemment, parmi les symboles, le lycée impérial, hein, qui était symbole quand même, malgré tout, de promotion sociale, d'ascenseur social, comme on dirait aujourd'hui, futur lycée Masséna, hein, qui devient le collège des jésuites, les écoles de médecine et de droit retournent à Turin dans les années 1840. Donc clairement, le déclassement de la ville pour les Niçois est quelque chose de réel. En tout cas, ça apporte un sentiment de déclassement réel. Et même l'appellation comté de Nice va disparaître au profit de province de Nice. Une province de Nice qui va être amputée de Dolce Acqua, rappelez-vous, dans la période précédente, et notamment à l'époque du département français, hein, à l'époque de l'annexion française, première annexion française, eh bien le comté de Nice était enrichi de la région de Dolce Acqua, mais si donc la province, désormais, la province de Nice, perd Dolce Acqua, elle est agrandie de fait par Menton et Roquebrune, qui se sont déclarés ville libre par rapport à Monaco, hein, dont le giron desquels elles évoluaient, et qui sont désormais donc occupés par des garnisons sardes, et qui donc, de fait, intègrent, par proximité, je dirais, la province de Nice. On est dans une période qui s'ouvre là, en Italie, singulièrement en Italie, et en Europe, notamment dans les vieilles monarchies multiethniques, multinationales, qui commencent depuis la Révolution française notamment, sans remonter à la Révolution anglaise, à fleurer bon l'anachronisme. On est dans une période d'agitation politique, d'agitation dite libérale, dite constitutionnaliste, c'est-à-dire de ces mouvements portés par des intellectuels, plutôt alors le petit milieu étudiant, le milieu cultivé, une certaine bourgeoisie éclairée, celle qui avait accueilli à bras ouverts la philosophie des Lumières au siècle précédent, puis la Révolution française. Donc une agitation libérale, constitutionnaliste, qui vise à combattre, à battre en brèche ce retour de l'Ancien Régime. Alors c'est à Turin, bien sûr, qui est la capitale, que cette agitation est la plus importante. Alors on s'appuie sur donc ces principes de souveraineté de la nation, et qu'on aimerait voir triompher à travers le rêve, le fantasme de l'établissement d'une constitution reconnaissant des libertés publiques et la participation du citoyen à la marche de l'État. Et le principe du droit primant sur celui du fait du prince. Alors on a un prince libéral qui est Charles Albert de Savoie-Carignan, qui va être porté à partir de 1821 à Turin par une sorte de mouvement, de lame de fond libéral au sens, on va prendre ce terme au sens économique, plus actuel, mais au sens de l'époque, c'est-à-dire porteur d'un libéralisme politique, c'est-à-dire de la volonté de créer un système politique qui permet de garantir les libertés individuelles, liberté d'expression, liberté de culte, liberté de déplacement, d'association, etc., etc. Donc ce Charles Albert de Savoie-Carignan va pousser Victor Emmanuel à l'abdication. Carignan devient régent. On a d'ailleurs un Niçois, Jean-Baptiste de Gubernatis, qui devient ministre et qui arrive aux finances, et se met en place un projet de constitution. Je vous rappelle par exemple qu'en France, la France vit dans un régime, à l'époque c'est la Restauration, Louis XVIII, et la France vit dans un régime où la monarchie est soumise aussi à une constitution. Alors, qu'en est-il à Nice? Alors on sait très bien que Nice n'a pas été loin de là, la région annexée par la France au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui a accueilli à bras ouverts les idéaux de la Révolution. Il y a eu des résistances locales, il y a eu des engagements locaux symbolisés par exemple par Masséna, mais il y a eu aussi, on le sait, des résistances locales importantes. Il y a eu une pesanteur liée à ces territoires méditerranéens un petit peu reculés, même très reculés, dans lesquels consiste ce comté de Nice, donc des pesanteurs religieuses notamment, des pesanteurs culturelles, qui ont fait que on a eu aussi pas mal de mouvements de résistance. Donc, si vous voulez, par rapport à ces événements de 1821 et par rapport à cette agitation, on a un petit milieu constitutionnaliste, un milieu étudiant, un milieu de jeunes gens de bonne famille, de bourgeoisie éclairée,
Ça se limite à pas grand chose en fait, hein. Il me suffira de dire que ça se solde à Nice par l'emprisonnement de 3 personnes. On ne peut pas dire que ce soit véritablement que la ville ait été mise à feu et à sang par des révolutionnaires voulant renverser la monarchie. Alors par contre, les événements deviennent plus graves à Gênes. Gênes qui se soulève aussi contre l'annexion, puisque c'était la République de Gênes, donc un territoire dans lequel on n'avait pas, faut pas rêver, hein, c'est une république au sens des républiques maritimes italiennes, dominées par des bourgeoisies, des élites locales. Donc on était loin là aussi de la pleine souveraineté de la nation génoise, si je puis dire. Mais à Gênes, il y a à la fois cette volonté de résistance à l'annexion étrangère, à l'annexion piémontaise, et il y a aussi cette volonté de résister à cette annexion qui est ensuite, en plus, en retour à un plein absolutionnisme. Charles Félix, qui est le frère de Victor Emmanuel, va finalement intervenir, et Carignan va devoir renoncer à la régence, et il y aura une répression musclée qui va signer en quelque sorte la fin de la récréation. Il y aura plusieurs récréations, 1821, 1848, 49, avant 1860, qui est le grand mouvement qui va permettre la naissance de l'Italie, et une progression cette fois-ci réelle vers la souveraineté de la nation et vers un système démocratique. Donc c'est la fin de la récréation. La répression elle est sévère. Alors elle est sévère là où il y a eu une agitation sévère, c'est-à-dire pas à Nice, hein, donc elle est sévère à Turin, et elle est surtout sévère à Gênes, bien sûr. Gênes qui plus est, qui est la patrie de Giuseppe Mazzini, le grand patriote italien, le grand théoricien de l'idée, de l'idée de la nation italienne, qui est obligée de s'exiler, puisque je vous rappelle que la nation italienne est un concept très ancien, hein, qui remonte pas seulement au XIXe siècle. L'Italie est un mot et un territoire, Italie qui exclut dans ce sens-là les îles, hein, d'ailleurs, qui remonte à l'époque d'Auguste, donc à l'époque impériale romaine. Même s'il n'y a pas d'État italien, bien sûr, au moment où l'on parle. En ce qui concerne Nice, Nice semble entrer enfin de plein pied dans la modernité. Alors c'est vrai que la fin du XIXe siècle avait déjà, avec l'aménagement de la place Garibaldi, le début du creusement du port Olympia, le début de la mode des hivernants, et puis Nice qui s'était déjà signalé depuis longtemps, hein, par la richesse de son contexte scientifique, intellectuel, hein, artistique. Donc on peut pas dire que Nice soit resté totalement en dehors de la modernité, non, c'est pas vrai, il y a eu une marche vers la modernité niçoise, et là, bien évidemment, Nice va véritablement entrer de plein pied dans la modernité, parce que c'est l'Europe qui rentre de plein pied dans la modernité, et c'est la monarchie sarde aussi, et les États de Piémont-Sardaigne qui vont rentrer de plein pied dans la modernité. Je vous rappelle qu'on est au XIXe siècle, dans le siècle de la révolution industrielle. Donc là, on parle de la première moitié du XIXe siècle, donc c'est un phénomène qui est global, forcément qui ne laisse pas Nice aussi isolée, et d'ailleurs, on va le dire là maintenant, elle l'est de moins en moins, hein, qui ne laisse pas, malgré son isolement de plus en plus relatif, Nice sur le bord de la route. Donc ce mouvement, qui est un mouvement à la fois économique, politique, c'est le siècle des transformations et du progrès, entre guillemets. C'est le siècle de Jules Verne, c'est le siècle de la pensée positive, du positivisme d'Auguste Comte, c'est le siècle où on estime que la science peut tout révolutionner et apporter le bonheur, hein, on n'a pas encore eu les atrocités des guerres mondiales, et le siècle de l'industrialisation de l'Europe, qui voit aussi, d'ailleurs, la mortalité en Europe reculer de façon spectaculaire. Elle avait déjà beaucoup commencé à reculer, par exemple en France, au siècle précédent. Ce qui va entraîner d'ailleurs l'explosion démographique de l'Europe, dite transition démographique, qui fait que la population de l'Europe va être au moins multipliée par 2 au XIXe siècle. Donc tout ça, ce sont et avec forcément un exode rural important et une urbanisation qui va se développer, parce que je ne sais pas si vous avez été attentif à quelques reprises, j'ai mentionné les chiffres, les estimations qui concernent le taux de croissance de la population, enfin pas le taux de croissance, mais la croissance, enfin les chiffres de la population du comté de Nice et de la ville de Nice. On s'aperçoit en fait que entre la fin du Moyen-Âge et 1800, 1815, on va dire, si on se place à la fin de l'Empire, eh bien, bon, la population n'a pas énormément augmenté.
Là, ça va changer. Là, ça va changer de façon importante. Et donc, du coup, les villes vont être amenées à se transformer de façon beaucoup plus radicale. Donc, on va rentrer dans une période d'urbanisme moderne, notamment à Nice. Notamment à Nice, qui est même, je dirais, un cas d'école de ce point de vue-là. Mais on peut commencer par faire un petit détour par Turin, la capitale, où on le sait, Turin avait... alors c'est un cas un petit peu particulier, puisque Turin s'était déjà énormément transformé. Turin, vieille ville romaine, hein. Turin s'était déjà profondément transformé au siècle précédent, avec l'architecte Giuvara et le grand plan d'urbanisme turinois destiné à faire de la ville de Turin une ville moderne, une ville baroque, avec ses 28 km d'arcades. Mais la transformation de Turin continue au XIXe siècle. Elle paraît moins radicale parce qu'elle était enclenchée au siècle précédent. C'est le musée égyptien, par exemple, de Turin, qui est un musée très prestigieux, que d'ailleurs on peut visiter hein, pour les amateurs donc de... Alors les momies au musée égyptien de Turin et les papyrus livres des morts. Donc pour un niçois, passer une journée à Turin, ou 2 jours, un petit séjour, un petit week-end, hein, c'est à mon avis un passage obligé, puisque c'est aussi une plongée dans notre propre histoire niçoise. Donc le musée égyptien, c'est à l'époque où les grandes capitales se dotent de grands musées archéologiques ou généralistes, hein, le Louvre, le British Museum. Les Turinois, les Italiens, les Piémontais vont piller également l'Égypte, comme le font à l'époque les Britanniques et les Français. Et c'est à celui qui aura la plus grosse collection d'antiquités. Développement des banques, des grandes banques turinoises. En ce qui concerne la ville de Nice, agrandissement du port, toujours. La corniche Nice-Gênes est enfin totalement achevée. Donc, avec cet agrandissement du port, alors on ne parle pas encore de l'aéroport bien sûr, et avec la corniche Nice-Gênes, on peut dire que Nice est en train de terminer. Les voies alpines avaient été là aussi précédemment, à l'époque précédente, achevées. Donc Nice a achevé son désenclavement. Après, ça a pas rasé les Alpes, hein, bien évidemment, et on attend toujours le pont sur le Var. Mais malgré tout, on a quand même un désenclavement certain, surtout du côté, bien sûr, un désenclavement qui regarde du côté de l'Italie, bien évidemment. On a des banques avec des familles de banquiers niçois hein, qui se développent dans la ville de Nice. Et puis on a des petites industries locales, notamment le tabac, avec cette fameuse manufacture de tabac. Et des négociants, des grands magasins de négociants de produits agricoles, Auguste Gall par exemple, avec l'huile d'olive. Et puis, quand je pensais à l'urbanisme moderne, eh bien, on pense bien sûr au Concilio d'Ornato, qui est un plan d'urbanisme d'État, un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Turin au siècle précédent. Et c'est un schéma directeur d'urbanisme, où tout est pensé par avance, et un schéma qui sera encore appliqué après 1860. Donc véritablement, c'est quelque chose qui va structurer le développement de la ville de Nice et qui va orienter le développement de la ville de Nice. Le parc du château est aménagé aussi à ce moment-là. C'est vrai que le château avait perdu depuis plus d'un siècle hein, sa fonction défensive avec plus de citadelle. Donc il était temps de faire de cet espace vacant, jadis cœur de la cité, eh bien d'en faire un espace, de le reconquérir et d'en faire un parc d'agrément qu'il est toujours aujourd'hui. Le pont neuf est jeté sur le Paillon. Et enfin, on ajoute, après l'ancienne la place Garibaldi d'aujourd'hui, hein, l'ancienne place royale, eh bien, en 1832, est réalisée la place Masséna, donc bel et grand ensemble baroque, hein, auquel tous les Niçois sont très attachés, des 2 grandes belles places baroques avec la place Garibaldi, mais on oublie toujours une troisième très belle place baroque à Nice, la Placide de Beauté, c'est-à-dire le grand aménagement architectural du port, en style baroque génois,
qui montre effectivement aussi non seulement le développement donc des axes de communication, la constitution de ce schéma directeur d'urbanisme, mais aussi l'embellissement de la ville. Nice devient une belle ville, remarquable, pas seulement pour son site naturel, plus pour sa forteresse, plus pour sa citadelle, mais aussi remarquable par la qualité de son urbanisme et de ses monuments, de ses espaces publics, de ses places. Donc les grandes avenues sont projetées, sont jetées, le paillon est désormais véritablement franchi, ne borne plus les limites de la ville, le Pont Neuf en est le symbole, et justement ce Concilio d'Ornato permet de projeter les futurs axes de développement de la ville à travers les grandes avenues qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, hein, et qui structurent le centre-ville d'aujourd'hui. La richesse de la vie intellectuelle, c'est pas une nouveauté à Nice. On l'avait dit, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, qui est le siècle de la science, eh bien Nice va prendre sa part aussi dans cette vie intellectuelle. Alors avant d'en venir aux scientifiques niçois, eh bien il y a une vie intellectuelle aussi à travers les artistes. Et Nice a toujours eu des artistes, hein, on pense au Bréa bien sûr, entre autres. Et on aura toujours des artistes, puisqu'après on aura, vous le savez, hein, au XXe siècle, l'école de Nice, les peintres. Terre de peintres, terre d'écrivains, terre de scientifiques. C'est d'ailleurs tout à fait paradoxal qu'une ville aussi marginale que la ville de Nice, et qui a toujours été, on l'a dit, on l'a répété, en position très périphérique dans toutes les constructions étatiques dans lesquelles elle s'est inscrite, dans laquelle l'histoire l'a inscrite, que ce soit la Provence, que ce soit le duché de Savoie, le royaume de Piémont-Sardien, ou que ce soit la France, eh bien Nice est toujours distinguée, par contre, pour la qualité de sa vie intellectuelle. Poète, écrivain niçard, Rancher, Nichéo, avec sa grammaire niçoise. Andrioli, qui lui écrit en niçois et en italien. Alors la vie intellectuelle, elle est en niçois et en italien, essentiellement, hein, bien évidemment. Un peu en français aussi, puisque Nice a été marquée quand même par la période révolutionnaire et par l'Empire. Et puis Nice est une ville frontière, bien sûr, avec Dabré, qui lui s'exprime en français et en italien. Et puis on a les peintres. On a les peintres, comme Trachel, paysagiste niçois, et Nice est à la veille d'accueillir, hein, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et puis au XXe siècle, tous ces peintres dont nous reparlerons plus tard, hein, qui vont véritablement faire aussi la renommée du comté de Nice. Je parlais aussi des scientifiques. Alors les scientifiques, c'est les sciences naturelles, c'est l'école niçoise des sciences naturelles. Vérani, Barla, et surtout Risso. Risso qui a donné son nom à des espèces animales. C'est des collections de sciences naturelles tout à fait extraordinaires, qui hélas ne sont plus tout à fait accessibles au musée Barla. Donc on a un rayonnement scientifique véritablement de la ville de Nice, et qui sera confirmé par la suite, hein, dans la deuxième partie du XIXe siècle et au XXe siècle, avec l'observatoire et la vocation astronomique, après la vocation naturaliste, des scientifiques niçois. Alors bien évidemment, quand on parle de l'urbanisme et de l'entrée dans la modernité, et quand on parle aussi d'une ville qui devient plus accessible, eh bien on pense tout de suite au tourisme. Un tourisme qui se développe, qui ne naît pas à cette époque-là, puisque, on l'a dit, hein, la tradition de l'hivernage des aristocrates, ces 300 grands aristocrates qui hivernent dans les années 1770-90, donc elle remonte en fait à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais on était là dans une époque pionnière. Si pour reprendre un petit peu la théorie du développement du tourisme, on a une époque pionnière, une époque de défrichage, de découverte, qui correspond à ces premiers aristocrates du XVIIIe siècle. Et puis après, on a une phase d'exploitation, une phase de décollage, et c'est dans cette phase-là que l'on s'inscrit à partir de 1815, avant d'aller vers une phase de massification, qui elle viendra davantage au XXe siècle, et notamment dans les années 30, avec le grand tourisme de masse et les congés payés. Alors on n'est plus tout à fait dans la phase d'exploration, dans la phase de découverte, hein, de la ville de Nice, du comté de Nice. On est donc dans la phase véritablement d'un premier décollage touristique.
Je vous signalerai dans la revue In Situ, numéro 24 de la revue In Situ, parue en 2014, la revue In Situ qui est disponible sur le web en ligne, un article de Bottaro sur la villégiature anglaise et l'invention de la Côte d'Azur, tout à fait intéressant, on peut consulter sur le web. Alors on va dire l'épisode, un petit peu l'image d'Épinal, c'est 1822, c'est Way qui est un pasteur britannique, anglais, qui fait aménager donc le fameux chemin des Anglais, Camino de Ingles, qui va devenir notre promenade des Anglais, la prom, qui est donc un chemin qui est parallèle donc à la plage et qui permet de relier les premiers hôtels, les premières villas, surtout dans les villas, puisque c'est encore du tourisme très aristocratique et individuel, dans lesquels on a la petite communauté des expatriés et surtout des hivernants. La mode des bains de mer s'est définitivement imposée. Quand on est dans les années 1820, la mode des bains de mer, elle commence à la fin du XVIIIe siècle. Et elle a donné naissance, notamment en Angleterre, aux premières stations balnéaires véritables, comme Brighton ou Scarborough. Une mode qui est à destination curative, hein, le bain de mer, c'est-à-dire que globalement, on ne va pas encore s'ébattre dans la mer, on ne bronze pas déjà pour commencer, et puis on va pas s'ébattre dans la mer pour s'amuser, c'est prescrit par les médecins à l'époque, et on va sur la Côte d'Azur pour le climat, la mer, respirer un air iodé, donc bien souvent, alors on y va pour le climat, les entrées maritimes, hein, l'air iodé de la mer, pour un climat qui est doux, bien évidemment, donc tous les gens qui sont atteints d'infections pulmonaires, etc., et qui ont peur de passer l'hiver dans des climats trop rigoureux. Donc on a ce climat qui est extraordinairement préservé, hein, le climat de la baie des Anges et de la Côte d'Azur, celui de fond de golfe, hein, du golfe de Gênes. Et puis finalement, tout ça, ça nous fait dans les 3000 hivernants. Donc on a multiplié par 10 en à peu près un demi-siècle, petit demi-siècle. On a multiplié par 10 le nombre d'hivernants. Et ramener la population de la ville, eh bien, ça nous fait quasiment 5%, enfin, c'est entre 5 et 10%, plus près de 10%, d'étrangers qui résident au moins l'hiver sur la capitale de la Côte d'Azur, qui est une expression qui apparaîtra bien sûr plus tard, comme vous le savez. Donc on a les premiers hôtels qui se développent, On a même des projets absolument pharaoniques, hein, d'établissements de bains de mer notamment, qui sont parfois demeurés sans suite, qu'il est assez intéressant de consulter. Les hôtels, bord de la plage, hein, hôtels de bains de mer, et des petites fantaisies architecturales dans ces villas que se font construire les hivernants, les aristocrates. Alors c'est la villa Smith par exemple, qui est connue à Nice sous le nom de château de l'Anglais. Donc Smith, qui était un colonel britannique, qui à partir de 1857 a construit donc cette demeure, qui aujourd'hui lotie en appartement, et qui domine le quartier du port, et dont l'architecture caractéristique est l'architecture moghole, pas mongole, hein, moghole, hein, les Mongols qui étaient les Turcs musulmans qui ont régné sur l'Inde à partir du XVIe siècle, tout simplement parce que ce brave Smith a été en poste dans l'armée des Indes, donc il en a gardé d'où cette fantaisie architecturale moghole. Il faut insister, je pense, sur l'importance, là aussi en termes d'embellissement de la ville, que va jouer le tourisme. Que va jouer le tourisme à Nice, parce que le développement précoce du tourisme à Nice fait que ça a été un plus architectural dans une ville qui est marquée de ce point de vue-là par l'importance du tourisme dans son urbanisme. On pense à la promenade des Anglais, ça c'est un fait, c'est incontournable, mais aussi plus tard, on le verra, hein, avec les grands casinos, les grands hôtels, etc., qui se multiplieront, mais ça commence dès ce début du XIXe siècle. Donc voilà, la ville qui rentre dans une phase, notamment avec le Concilio d'Ornato, d'urbanisme moderne à l'image de sa capitale turque. Alors, nous rentrons dans la deuxième grande partie de ce cours, donc sur la partie donc sur le Risorgimento. Risorgimento, donc des années 30 à 1860. Donc le Risorgimento, c'est la renaissance de l'idée de l'Italie. Alors la construction de l'Italie, donc comme je le disais, l'Italie c'est une idée ancienne.
On a une culture italienne, on a une langue italienne qui remonte au Moyen-Âge, on a une italianité qui est évidente, même si par ailleurs, dans la péninsule italienne, on est avant tout vénitien, avant tout milanais, avant tout génois, avant tout turinois, avant tout napolitain ou romain, selon la province dans laquelle on a vu le jour, avec des cultures locales très fortes, qui s'appuient sur des langues, qui s'appuient sur des littératures, etc., etc. Mais on peut dire que l'idée d'italianité n'est pas limitée, n'est pas cantonnée à quelques élites bourgeoises. On a malgré tout une conscience nationale italienne, populaire, et qui va aller croissante dans ce 19e siècle, ce siècle du Risorgimento. Alors, au 19e siècle, voit la naissance de deux grands États donc en Europe, l'Allemagne et l'Italie. Dans la construction de ces deux grands États, on peut voir certaines analogies. Et à chaque fois, il y a des obstacles à surmonter. En ce qui concerne l'Allemagne, l'obstacle principal, c'est la France. La France qui est une puissance qui s'est toujours arrogé le droit d'intervenir dans les affaires allemandes et qui ne voit pas d'un très bon œil la naissance d'un État très puissant à ses frontières. Et c'est vrai que les guerres du XXe siècle donneront une matérialisation assez crainte. La France, dont les armées, que ce soit celles de Louis XIV, de Louis XV, ou de Napoléon, de la Révolution, passeront leur temps à franchir le Rhin. Donc c'est un obstacle substantiel. Et puis on a un autre obstacle en Allemagne, c'est qu'on a deux États qui se posent en candidats pour acquérir cette légitimité qui permet de fonder un empire en État allemand. C'est à la fois la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Donc il y a une question de rivalité qui sera réglée par la guerre de 1866. En ce qui concerne l'Italie, le premier obstacle, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de Prusse. Parce que la Prusse, c'est un État qui est une grande puissance militaire depuis le XVIIIe siècle, l'époque de Frédéric le Grand, la guerre de 7 ans. C'est un État qui est un État industrialisé, notamment depuis que la Prusse a acquis la Rhénanie au moment du congrès de Vienne de 1815. Donc c'est un État riche, c'est un État industriel, un État militairement puissant. Il n'y a pas de Prusse en Italie. Ce qui peut se rapprocher le plus de la Prusse, c'est le Piémont-Sardaigne. Mais le Piémont-Sardaigne n'est ni économiquement, avec son industrie de la soie, ses banques, c'est vrai, et son agriculture, ni d'un point de vue militaire, d'un point de vue industriel, le Piémont-Sardaigne n'est la Prusse, ni d'un point de vue démographique d'ailleurs. Hein. La Prusse est un État très peuplé. Donc il manque véritablement une grande puissance pour servir de radical afin de construire autour de cette grande puissance une Italie. Donc ça c'est déjà le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est que il y a l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie qui occupe Milan et qui occupe Venise. Construire une Italie sans Milan et sans Venise, ça n'a pas grand sens. Et construire une Italie avec Milan et avec Venise, ça veut dire s'opposer à l'Autriche-Hongrie. Or, l'Autriche-Hongrie est une puissance qui est d'un autre calibre que celle du Piémont-Sardaigne. Et autant la Prusse est suffisamment forte pour s'opposer à l'Autriche-Hongrie pour créer l'Allemagne, autant le Piémont-Sardaigne n'en a pas les moyens. Et enfin, troisième obstacle, eh bien c'est Rome. Rome, ce sont les États du pape. Or, les États du pape ont un protecteur. Ce protecteur, c'est la France, notamment depuis que Napoléon III, qui a été élu par le parti de l'ordre, autrement dit, en gros, hein, l'armée et l'Église, et les forces conservatrices, eh bien, se veut, comme l'a montré d'ailleurs l'intervention de la France pendant la guerre de Crimée en 1853, qui tire son origine d'événements, de querelles religieuses au Saint-Sépulcre en Palestine, eh bien, la France se veut continuatrice de la politique de Saint-Louis, qui était le protecteur des lieux saints, et donc la France se veut comme la protectrice de l'Église, et notamment de la papauté. Donc il est hors de question, à partir de 1852, de toucher à Rome. Rome qui est la propriété des États du pape. Donc ça nous ferait une Italie, au fond, sans Rome, sans Milan et sans Venise. Bon. Sans parler du fait qu'on a des principautés en Italie, et des petits États qui n'entendent pas forcément eh bien, faire baisser leurs prérogatives et se rallier à la vision d'une Italie qui serait constituée depuis Turin.
Alors on a des petites principautés, hein, des petits États, des petits ou grands duchés, comme par exemple celui de Florence, plutôt un grand duché. Et puis on a les États de Naples, donc des Bourbons, Naples est le sud de l'Italie, hein, jusqu'à la Sicile. Alors ça, c'est pas un obstacle considérable à cette monarchie, une monarchie d'opérette, qui s'avérera en fait très facile grâce à Garibaldi de renverser. Mais tout ça fait quand même beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'obstacles, ce qui fait que le chemin vers la Renaissance, vers la naissance de l'Italie moderne, sera un chemin lent et chaotique et qui va emprunter des voies compliquées. Des voies compliquées avec pas mal d'obstacles et de retours en arrière. On aura en 1833, 1848-49 des tentatives malheureuses d'unité de l'Italie qui vont préparer finalement l'essai transformé en 1860-1861. Alors, à la base de ce risorgimento italien, il y a donc le royaume du Piémont-Sardaigne. Donc j'ai dit qu'il n'était pas la Prusse italienne. Alors si le royaume du Piémont-Sardaigne n'est pas une Prusse italienne, elle est quand même de tous ces petits États souverains de l'Italie, celui qui est indubitablement le plus moderne. Donc, comme je le disais précédemment, c'est un des États qui a le mieux tiré parti de sa résistance, donc à la France, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et sous la monarchie de Charles Albert, de 1831 à 1849, le royaume de Piémont-Sardaigne va se moderniser considérablement. Et devenir lui aussi un État, on va dire, on a parlé de la modernisation déjà de Piémont-Sardaigne, l'impression de le répéter à chaque fois, le royaume de Piémont-Sardaigne devient un État moderne. Là, j'aurais tendance à dire, devient enfin un État moderne. Enfin, véritablement, qui se hisse au standard, on va dire, en termes législatifs, en termes d'organisation administrative, si ce n'est par certains aspects en termes économiques, que sont ceux de la France ou de l'Autriche, ou des grands États européens, peut-être pas le Royaume-Uni quand même, mais bon, voilà, ça commence à ressembler véritablement à un État cohérent, un État moderne. 1844, par exemple, comme preuve, eh bien, c'est le système métrique et décimal qui est introduit dans la monarchie. C'est le lancement du premier chemin de fer Turin-Gênes. On est donc dans cette période que je décrivais précédemment de révolution industrielle. Et la révolution industrielle, s'il y a bien un État dans lequel naît la révolution industrielle italienne en Italie, bien sûr, c'est le Piémont-Sardaigne, Turin, Gênes. Gênes, principal port italien, et Turin, premier centre économique, premier centre industriel, pardon, de l'Italie. La monarchie, elle est face à ces évolutions notamment ces évolutions économiques, elle est tiraillée entre autoritarisme, un autoritarisme qui est un vieil héritage de l'absolutisme européen et de l'absolutisme sarde et savoyard, et le libéralisme, les idées modernes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'empire, le royaume du Piémont-Sardaigne a été en première ligne de ces idées nouvelles qui ont cessé de le traverser depuis la France. Autoritarisme, oui, bien sûr. Autoritarisme, c'est la lutte contre les libéraux, donc c'est libéraux au sens politique du terme, qui manient le principe de souveraineté de la nation. Le mouvement Jeune Italie, par exemple, qui est réprimé donc à Turin en 1833, qui est une date qui marque un premier échec, avec toujours la grande figure de Giuseppe Mazzini, mais aussi la figure montante, émergente, on va dire, de Garibaldi, qui est alors Garibaldi, qui est donc ce niçois, né sur le port de Nice, donc Giuseppe Garibaldi en 1807, qui est un marin, je vous le rappelle, qui est quelqu'un qui a déjà de toute manière une vie de roman. Alors moi je comprends toujours pas comment Hollywood a fait, plutôt que de nous tourner un 58e épisode de Star Wars, pourquoi Hollywood ne nous fait pas un vrai film sur Giuseppe Garibaldi, avec une belle musique tirée des œuvres de Verdi, avec la Traviata en fond, ça serait quand même, ou la force du destin, ça aurait quand même pas mal de gueule, parce que la vie de Garibaldi est un roman. La vie de Garibaldi est un roman d'aventure ébouriffant, qui mêle passion, guerre, politique, amour,
Bon, bref, il y a tout pour faire une œuvre absolument remarquable. Donc ce Garibaldi qui a déjà une vie de roman avant même son engagement politique, puisqu'il a fait plusieurs fois le tour du monde, il est marin, c'est pas donné à tout le monde, il est né sur le port de Nice, donc comme je le disais précédemment, et il s'exile aux Amériques au moment de la répression de ce premier mouvement jeune Italie, et aux Amériques, au Brésil, puis en Uruguay, eh bien il va conquérir son surnom de héros des deux mondes. Alors, le premier monde, bien sûr, c'est l'ancien monde, c'est le nôtre, mais c'est aussi un héros du nouveau monde, où en Uruguay, avec des chemises rouges, alors la Légion italienne, alors, ce sont ces patriotes qui l'ont suivi dans son exil, eh bien, il va lutter à Montevideo. Les chemises rouges, elles sont taillées dans un drap qui était destiné aux abattoirs de Buenos Aires, et donc un drap rouge pour les bouchers. Et elle commence à forger sa propre légende. On reparlera de Garibaldi que l'on va voir s'inscrire en filigrane dans le cours d'aujourd'hui, puis dans le prochain cours sur l'unité italienne effective et le rattachement du comté de Nice à la France. Et puis, malgré tout, même si on lutte contre les libéraux avec un certain autoritarisme, eh bien, dans ce royaume du Piémont-Sardaigne, on a aussi, quand même, malgré tout, un certain libéralisme. C'est-à-dire le royaume du Piémont-Sardaigne, il ne faut pas exagérer, c'est pas l'empire du tsar, très 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 loin de là. De nombreux politiques sardes s'engagent dans le mouvement unitaire, et dans ce mouvement de l'unité de l'Italie, avec des théoriciens de l'Italie comme Cesare Balbo ou Massimo d'Azeglio, dont les écrits par contre ne sont pas publiés eux-mêmes à Turin. Et puis par ailleurs, eh bien, on a des réformes qui continuent, des réformes structurantes, qui sont des réformes de fond, qui sont fondamentales pour l'organisation administrative du royaume, et préalable sans lequel, eh bien, la monarchie du Piémont-Sardaigne aurait été incapable de porter ensuite le projet de l'unité italienne. Ce sont les réformes du code pénal, avec un code pénal moderne, avec la création d'un ministère de l'instruction publique, et puis l'arrivée progressive au pouvoir d'un certain nombre de ministres libéraux, comme Tonucci de l'Escarène, par exemple, à l'intérieur. Le rideau est presque prêt à se lever sur le drame et sur la tragédie de l'unité italienne, mais il y a un premier événement qui est le séisme de 1848-1849, première guerre de l'unité italienne. C'est la première réelle tentative portée par la monarchie piémontaise de constituer un véritable État italien. Et c'est un épisode dramatique parce que c'est un échec retentissant, un échec cuisant, un échec coûteux, mais qui était un préalable sans aucun doute indispensable pour que le coup d'après soit le bon, celui de 1860-61. 1848, c'est le printemps des peuples. C'est intéressant parfois de voir que l'histoire nous fait des clins d'œil, puisque 1968 sera 100 ans plus tard aussi un autre printemps des peuples, mai 68 en France. La révolution culturelle en Chine, les campus américains qui luttent contre la guerre du Vietnam, Woodstock, etc. en 69, bref. 1848, 100 ans plus tôt, c'était déjà le printemps des peuples. Et pas seulement le printemps des Italiens. Alors vous savez, quand on parle de printemps des peuples, en principe, c'est que derrière, il n'y a pas d'été. Et ces printemps resteront lettres mortes, pas seulement les Italiens, je disais, c'est aussi les Polonais, les Hongrois, etc. Des peuples qui sont opprimés, des nations sans État, et qui sont opprimés par des empires puissants. Et notamment pour les Italiens qui vivent dans la région de la Lombardie de la Vénétie, qui sont sous la botte de l'occupant étranger, qui est perçu comme tel, comme un occupant étranger allemand, qui est l'Autrichien. Ce printemps des peuples implique des Niçois, comme Alfonsi à Milan, ou Ribotti en Sicile. Charles Albert va promulguer une véritable constitution poussée par ce printemps des peuples. Donc c'est le Statuto du 4 mars 1848. Qui va, un petit peu comme dans tous les États modernes d'Europe, à part par exemple dans la chambre dans l'empire du Tsar, eh bien
c'est la constitution d'une chambre, donc d'une assemblée. Donc on a ça en France, depuis la Révolution, on a ça en Angleterre depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle. On a ça dans les nations de tradition germanique, on appelle ça une diète, avec des pouvoirs plus ou moins importants. Et on n'avait pas ça encore en Italie. On n'avait pas ça encore en Italie, donc ce statuto qui crée la première chambre, donc le parlementarisme, qui est le préalable à l'épanouissement de la question de la souveraineté de la nation, et donc un des gradins, une des marches fondamentales de cet escalier qui mène à la modernité, eh bien, c'est un tournant tout à fait considérable. D'ailleurs, à Nice, ça entraîne une véritable explosion de joie dans la population niçoise, donc ce qui montre bien que, malgré tout, on décrit toujours ce comté de Nice comme plutôt réactionnaire par rapport aux évolutions, mais on a aussi des gens qui accueillent tout ça de façon extrêmement favorable. Et on a une opinion patriote, à ce moment-là, qui exulte, que ce soit à Nice, que ce soit à Turin, à Gênes, etc., et qui pousse vers la guerre à l'Autriche. La guerre à l'Autriche, parce que l'Autriche est en mauvaise posture, par ailleurs, puisqu'elle doit composer aussi avec l'explosion du nationalisme slave et hongrois, ce qui va pousser d'ailleurs à la transformation de l'Autriche en Autriche-Hongrie, en double monarchie. Donc la guerre est déclarée donc à l'Autriche, et c'est on va dire c'est un geste malheureux dont la portée a mal été calculée, puisque le royaume du Piémont-Sardaigne se révèle vite incapable de mener victorieusement la lutte contre un adversaire de cette ampleur. C'est le désastre de Custozza, le 25 juillet 1848, qui amène un armistice, et qui va ouvrir à une période de trouble. Les patriotes vont revenir, et en Italie, Garibaldi à Milan puis à Rome. Garibaldi qui est revenu du Nouveau Monde, les événements de 1848 vont attirer, puisqu'on se bat aussi dans les rues de Milan, hein, face aux Autrichiens. À Venise, à Milan, les villes sont en ébullition, le nord de l'Italie est en ébullition face à l'ennemi autrichien. Donc Garibaldi revient à Milan, puis à Rome, où il affronte les Autrichiens, puis les Français qui sont les protecteurs donc de Rome, et ne peut empêcher la fin de la très éphémère République romaine, qui marque le printemps des peuples, donc à Rome. Des événements qui sont couverts d'ailleurs par le Times, où le nom de Garibaldi est cité. Garibaldi doit fuir, il doit fuir en Vénétie, et là dans les marécages de la plaine du Pô, c'est la mort de la compagne sud-américaine de Garibaldi, la mort d'Anita. Les patriotes vont précipiter la reprise de la guerre, qui sera un nouveau désastre, puisque cette fois-ci à Novare, pas très loin de Turin, le 23 mars 1849, de nouveau les troupes autrichiennes sont victorieuses, ce qui va provoquer l'abdication de Charles Albert, et en faveur de son fils. Son fils, c'est Victor Emmanuel II. Donc Victor Emmanuel II, qui sera le roi de l'unité italienne, le premier roi d'Italie, mais là en 1849, au moment où il monte sur le trône, eh bien, le constat est amer, le Piémont-Sardaigne ne s'est pas montré à la hauteur du défi historique, de la fenêtre de tir historique qui a été représentée par cette flambée nationaliste populaire que la monarchie a tenté d'exploiter avec maladresse, et qui a abouti donc à un désastre. Gênes d'ailleurs, la ville de Gênes se soulève avec Garibaldi, la ville est matée de nouveau, et Garibaldi de nouveau exilé, et cette fois-ci Garibaldi, pour beaucoup de monde, l'espoir de la construction politique d'une Italie libérale, eh bien, est en quelque sorte anéanti. D'ailleurs, Garibaldi, qui a résidé, qui s'est caché sur le port de Gênes, entame un nouveau tour du monde. Il reprend sa carrière de marin. Nul ne sait s'il pense revenir un jour, hein, donc en Italie. Il va voyager, il va beaucoup voyager. On va trouver Garibaldi donc sans sa chemise rouge, hein, mais de révolutionnaire. Mais on va le trouver à New York, on va le trouver au Pérou, en Chine, en Australie et à Nice, hein, où il revient aussi.
et en 1856 sur son îlot de Caprera entre la Sardaigne et la Corse. Donc nul n'imagine que finalement de cet échec de 1849 pourrait à peine 10 ans plus tard, une grosse décennie plus tard, surgir un succès cette fois-ci, qui sera celui de l'unité de l'Italie, qui aura ses conséquences que l'on connaît sur le comté de Nice, c'est-à-dire l'annexion du comté de Nice par la France, mais ça c'est un sujet que je vous propose d'aborder la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Hola mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io tiu tan ride cor, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or.